Лепали бяшать, братья, начати старыми словесы трудных повестей о полку Игореве Игоря Святославича. Начати же с этой песни по былинам сего времени, а не по замышлению Бояню, Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творите, то растира... Union, et puis quelquefois d'une fusion d'ailleurs. En tout état de cause, un jour, lors d'une des ventes annuelles de la radio Courtoisie, j'ai rencontré celui que j'appellerais l'éditeur, qui ne l'est pas, Jean-Paul Martin, mais il est plus qu'un diffuseur, plus qu'un éditeur, plus qu'un auteur, il est en somme le héros AUT, le héros, le chantre de ce livre, voilà, que j'ai d'ailleurs acquis, parce que comment vivre sans ce texte. Alors il faut vous dire que ma compagne n'est pas là aujourd'hui, que son nom est Natalia Jigounova, Komarova, et que son père était le patron de Baïkonour. Autrement dit, moscovite, elle parle le kazakh. Et j'ai adopté sa fille, qui est ma 17e enfant, et qui s'appelle donc Anna Komarova. Et qu'effectivement, depuis l'enfance, j'ai vécu avec les Russes blancs à Paris. Je dis souvent à ma compagne, dont le père était le conseiller de Brejnev, qu'elle est une Russe rouge restée blanche, ou une blanche qui fut rouge par hasard. Toujours est-il qu'à Paris, dans les années de mon enfance, les années 50-60, il y avait beaucoup de voyantes russes dans le 15e arrondissement. Elles prédisaient l'avenir, et avec ce livre, j'ai vu que quelquefois le passé me permettait de comprendre le présent qui n'est jamais que l'avenir de ce passé. Autrement dit, j'ai rencontré ce livre à travers une exposition que j'ai accueillie sur le stand de ma direction d'émission de la radio, Jean-Paul Martin. Il m'a montré ce livre. Jamais je n'aurais pensé d'abord que je donnerais assez d'argent pour l'acquérir, parce qu'il faut vivre sa vie, et pas seulement celle des œuvres d'art. Et puis je ne savais pas que j'allais rencontrer le professeur Blankov, et il se trouve que ma compagne ayant été à l'université Paris 8, et étant universitaire, enseignante de russe, grammairienne et sociologue, finalement je vis dans ce milieu, mais il faut que vous le sachiez, je n'en ai jamais parlé au professeur, dans l'université française, des rivalités entre ceux qui enseignent le russe étant russes d'origine, professeurs d'université éventuellement chez eux, et puis ceux qui sont francophones. D'ailleurs, je pourrais vous poser la question, professeur, et qui, pour les Russes, ne parleront jamais le russe, comme il doit se parler. Et c'est vrai que, ayant entendu les grands poètes dits par mes amis russes, les grands poètes russes, notamment du siècle d'argent, qui me passionnent, j'ai entendu cette musique inouïe qu'est la musique des langues. Vous savez peut-être, chers amis, je vous l'apprends, que c'est à Sao Paulo, et j'aime beaucoup le Brésil, que vient de s'ouvrir le premier musée mondial d'une langue. Il n'y a pas de musée des langues. Et le premier musée mondial qui vient de s'ouvrir est consacré au portugais. C'est une langue admirable que pour le coup je connais et comprends et parle. Et qui est une sorte de langue métissée, celle du Brésil, faite de langues des Indiens et autres. Et j'aime beaucoup les langues lorsqu'elles naissent, et bien entendu, il se trouve que je viens, et je dois dire que c'était terrible pour moi, le 2 janvier, à la cathédrale russe, d'assister et de participer aux funérailles d'un de mes plus chers amis, le prince Alexandre Mlachevski, qui était le patron des architectes de Bouygues et qui est mort en 30 minutes, à 61 ans, et dont le prêtre, qui est un de nos amis, de Saint-Serge, a dit « Cet homme était tellement digne d'être devant le Seigneur qu'il ne s'est jamais interposé entre lui et les hommes lorsqu'il avait quelque chose à négocier. » C'est dire la grandeur du prince. Et voilà, il se trouve que j'ai, pour la Russie, de mon enfance à aujourd'hui, à travers un peu de culture, et l'amour de la littérature, eh bien, trouvé que le chemin que Jean-Paul Martin m'a offert, d'être là chez moi, puisque je suis par ailleurs pasteur, et le pasteur qui dirige cette maison est en somme un collègue. Donc je me trouve comme protestant, dans une maison où je rencontre à la fois ce que je suis, et aussi historien de Paris, et puis Paris, qui est la capitale des tribus du monde, reçoit aujourd'hui la Russie, et la reçoit à travers ce livre. Alors, professeur, lorsque nous avons ensemble composé une émission pour Radio Courtoisie, nous nous sommes entretenus, mais je ne vous ai pas posé cette question. Comment le russe est-il entré de manière universitaire dans votre vie?
C'est une question qu'on me pose régulièrement. Je m'en doute, c'est pour ça que je ne l'ai pas posée à la radio. Mais ici, je suis obligé de la poser. Je vous en prie. La question est facile, la réponse l'est moins, comme il arrive souvent dans la vie. Merci de me dire que ce que je fais est facile et que ce que vous faites est difficile. Je vous en prie, je suis prêt à tout. Je vous ferai, je n'appellerai pas cela un aveu, mais c'est un fait. Et comme disent les Anglais, les faits sont plus forts que les lormères. Jusqu'à 20 ans, c'était il y a longtemps, mais enfin jusqu'à 20 ans, je ne connaissais pas un mot de russe. Je ne parle même pas du russe médiéval, je parle du russe moderne contemporain. Je n'en connaissais pas un seul mot, je ne connaissais vraiment rien, pratiquement rien de la culture russe, malgré mes ancêtres lointains, qui étaient en effet russes et même, je dirais, sibériens et d'Extrême-Orient, près de la frontière chinoise. Mais malgré ce fait, j'ai été élevé à la belge, si j'ose dire. Qu'est-ce que c'est qu'être élevé à la belge? Comme vous le savez, c'est aimer les frites et encore bien d'autres choses. Vous savez, je suis franco-suisse, alors moi j'ai été élevé à aimer la montagne. Bon, chacun son. La montagne, nous ne sommes pas trop gâtés en Belgique. Les montagnes de frites, oui. Oui, la montagne la plus haute, la colline la plus haute en Belgique, à 700 mètres. Immense. Immense. Et encore, elle n'a 700 mètres parce qu'un vieux général patriote a payé des ouvriers pour qu'on amène 5 mètres de pierraille parce que la colline n'avait que 695 mètres. Et il faut être belge pour faire ça. Il faut être belge pour faire ça, et pour faire d'autres choses aussi d'ailleurs. Donc, c'est plus drôle que les Suisses, franchement, c'est pour ça que je faisais. Donc, je répète, je ne connaissais pas un mot de russe jusqu'à l'âge de 20 ans. Bon, pourquoi me suis-je passionné tout d'un coup, entre guillemets, pour la culture russe? Je réponds toujours, ma réponse est standard, comme la vodka du même nom, ma réponse est standard, ça ne peut s'expliquer que par les gènes. Mais ils sont remontés de loin. Ah, c'est le propre des gènes. Non, mais plus sérieusement, à un moment donné, il y a un déclic, c'est pas que les gènes. Non, il y a un déclic, bon... Parce qu'avec les gènes, pas de plaisir. Les Russes comprendront ce jeu de mots, malheureusement il est intraduisible. Quand je dis toujours que c'est grâce à mes gènes, Gieni, en russe, je dis toujours, il y a d'autres Gieni que le crocodile, Giena, que tous les Russes connaissent, je pense. Mais c'est intraduisible, il faut connaître le héros de livres pour enfants, dont le héros est le crocodile, Giena. Bon, mais ça, c'est la plaisanterie. Pour quelles raisons, à part les gènes, peut-être la Seconde Guerre mondiale a joué son rôle, le rôle de l'URSS, de l'armée soviétique dans la défaite de l'Allemagne nazie. Inconsciemment, ce n'était pas réfléchi, mais peut-être que ça a joué. Mon père, qui était un médecin chirurgien connu en Belgique, a soigné pendant plusieurs années, presque 3 ans, les anciens déportés du RSS en Allemagne, qui ont été libérés en 1944 et qu'on a amenés à Bruxelles, justement. Il les a soignés gratuitement, d'ailleurs, pendant près de 3 ans. Ça m'a mis un peu en contact avec quelques Russes. Il y a toutes sortes de raisons qu'on peut essayer de trouver, mais je pense quand même que les gènes ont joué un rôle important, plus le rôle de l'URSS pendant la guerre, dans la défaite du nazisme. D'autres raisons, allez les trouver. Je serais ravi si vous les trouviez. Alors, vous introduisez dans cette culture russe,
Et puis, vous avez décidé d'y rester. Parce que s'introduire dans une culture, c'est une chose. Les uns et les autres, on a des goûts, et puis on a une palette. Mais vous allez vous donner à ça. Entièrement. Entièrement. Je dirais pas seulement la culture russe, parce que Dieu merci, quel que soit le Dieu, Dieu merci, j'ai le respect de toutes les cultures, quelles qu'elles soient, grâce à des parents qui étaient eux-mêmes extrêmement cultivés. J'ai été mis en contact, bien sûr, et un contact profond avec ma culture, qui est la culture française. Je ne dirais pas belge, parce que la culture belge est essentiellement tout de même française. Alors, je vous laisse la responsabilité toute wallonne, ou franquillonne. Franquillonne. Parce que moi, je connais bien les franquillonnes. Il se trouve que je m'occupe de la Fondation Maurice Carême et que j'ai créé la rue Maurice Carême à Paris. Donc, je connais bien les franquillons. Et vous êtes un franquillon. C'est une variété très particulière de belge qui n'existe que dans certains quartiers de Bruxelles. Exactement. J'ai connu Maurice Carême personnellement. Je sais. Et en plus, ça c'est pour la petite histoire, il m'envoyait ses poésies pour que je les corrige. J'ai été correcteur de la poésie de Maurice Carême. Ce qui prouve un très grand poète, parce qu'aujourd'hui, Janine Gurny, qui est la présidente de la Fondation, qui publie le dernier livre posthume, je la soupçonne, et je le sais, de corriger un peu comme elle corrigeait, car un très grand poète ne s'intéresse pas au fait qu'on le corrige, il s'intéresse au fait d'avoir été inspiré. Mais bien sûr. Voilà. Bon, mais ceci ne nous concerne pas. Non, mais c'est pour situer un tout petit peu le contexte, parce que ce livre que nous avons là est un livre de grande poésie. Donc il faut aussi pouvoir... Et je tiens à mentionner mes parents, qui hélas ne sont plus de ce monde, à qui je dois énormément dans tous les domaines, et notamment mon amour de la culture, de la littérature, de la poésie, de l'art. C'est dû à la fois à mon père et peut-être encore plus à ma mère, qui était médecin, mais qui ne croyait pas trop en la médecine, elle croyait plus en la littérature, la poésie et la musique. Qui soigne bien à tout moment, Oui. même les derniers. Et qui est devenue d'ailleurs à l'âge de 94 ans une spécialiste de l'histoire des religions. Elle s'est passionnée pour l'histoire des religions en général. Ça donne de l'espérance à chacun d'entre nous, parce qu'on n'a pas encore atteint. Elle a atteint l'âge de 97 ans et elle a suivi des cours en élève libre, bien sûr, à l'université jusqu'à 94 ans. C'était l'étudiante la plus âgée de l'université de Bruxelles, au point que ça posait des problèmes d'inscription, parce que pour s'inscrire, il fallait remplir une fiche, et l'ordinateur refusait régulièrement son inscription, parce qu'il n'y avait pas d'autres étudiants nés au 19e siècle. C'est pas une plaisanterie, c'est un fait électronique. Bon. Non mais un Belge ne présente jamais, mais il est drôle quand même. Encore faut-il que les Français le comprennent. Mais là, justement, c'est une expérience que nous tentons cet après-midi. Mais ce que je veux dire, c'est que je discutais avec Natacha hier soir, et elle ne peut pas être là cet après-midi, mais j'ai senti chez elle une sorte, puisque elle est grammairienne et elle a une prétention, et j'ai senti, non pas vis-à-vis de vous, une forme de jalousie, mais elle m'a dit, mais comment se fait-il que quelqu'un qui n'est pas de chez nous soit capable de s'occuper du livre le plus ancien de chez nous? Parce qu'il s'agit bien de ça. Ici, ce soir, on est à Kiev, on est dans le territoire kievien, qui est le territoire d'origine. Alors, comment vous passez du russe au slavon? Je ne passe pas du russe au slavon. Non, vous ne passez pas. Non. Vous ne trépassez même pas. Pas encore, ça viendra bientôt. Le slavon est une langue écrite, une langue d'église, qu'il ne faut pas confondre avec le vieux russe. Or, le Didigor est écrit en vieux russe, voilà, pas en slavon. Voilà. Ça, c'est un fait élémentaire. C'est pour vous faire amener au vieux russe que je pense. Oui. Le vieux russe, il n'y avait pas de cours de vieux russe, j'ai donc dû l'apprendre par moi-même, comme beaucoup de choses à l'université de Bruxelles. Je ne vais pas la décrier puisque j'en suis sorti et que j'y ai enseigné, mais beaucoup de choses, j'ai dû les apprendre par moi-même. J'ai eu la bonne fortune
d'obtenir une bourse de haut prestige qui m'a amené à l'université de Harvard aux États-Unis, où j'ai eu la chance de suivre des cours avec un linguiste très connu, qui était aussi un spécialiste du Didigore, Roman Jakobson, un nom célèbre dans l'histoire de la linguistique, pas seulement russe, de la linguistique générale. Et j'ai suivi ses cours, non pas de linguistique, mais ses séminaires sur le Didigore, autour et alentour. Le vieux russe, par rapport, j'aimerais qu'on revienne un instant au slavon, vous l'avez pratiqué le slavon Oui, j'ai eu des cours de slavon, voilà. J'ai lu quelques textes en slavon, mais ce n'est pas une langue qu'on parle, voilà. C'est une langue liturgique. Voilà. Est-ce que cette connaissance du slavon vous a servi pour le vieux russe ou pas du tout? Oui, parce que les langues sont tout de même relativement proches, je dis bien relativement proches. Ça m'a servi, mais j'ai dû étudier par moi-même. Qu'est-ce que c'est que d'être un autodidacte du vieux russe? Comment étudie? On étudie par comparaison. Par comparaison, aussi grâce au fait que le vieux russe est bien sûr différent du russe moderne, pas autant que le vieux français ne l'est du français moderne, mais bon, l'étude du russe moderne m'a tout de même aidé pour l'étude du vieux russe. Vous êtes sûr de n'avoir fait ni faux sens ni contresens? Jamais, on n'est jamais sûr de là, jamais. Ça c'est bien, alors on peut continuer à parler. Jamais. Et d'ailleurs, ma traduction que vous avez sous les yeux est presque la même que les éditions précédentes, puisque je l'ai publiée 5 ou 6 fois, mais parfois avec une petite, je dis bien petite modification, petite correction, parce que pour traduire ce texte qui, vous le savez, n'est pas très long, beaucoup moins long que la plupart des textes médiévaux de l'Europe occidentale, il est par exemple 5 fois moins long que la chanson de Roland, à laquelle on le compare parfois, à tort d'ailleurs. Donc, ce texte est très très difficile. Pour faire ma traduction, j'ai dû lire à peu près 3000 livres et articles sur le sujet. Ce n'est pas rien. Ça m'a pris de nombreuses années. Et voilà le résultat. Vous vous êtes plongé avant. Nous verrons, pour être un peu pédagogique, on fera un peu l'histoire du manuscrit, puisque nous sommes devant un vrai, faux, vrai livre. Un vrai, faux, vrai livre. De fait, un jour, vous avez rencontré le livre, vous avez rencontré le russe, on sait comment. Comment vous avez rencontré le livre et pourquoi? Est-ce que ça a été un défi? Est-ce que ça a été une passion? Ça a été à la fois une passion et souvent aussi un défi, bien sûr, mais le texte est d'une densité poétique extraordinaire, compte tenu du fait qu'il n'est vraiment pas très long, il est d'une densité poétique extraordinaire et je l'ai perçu, je l'ai senti très rapidement et je connaissais toutes les traductions françaises qui existaient déjà, puisqu'il existe une bonne douzaine de traductions françaises, mais malheureusement, la plupart de ces traductions sont des traductions de traduction. Elles ont été faites à partir de traductions en russe moderne, donc pas à partir de l'original. Parfois bien, parfois moins bien, avec des erreurs. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette traduction, mais je voulais retourner, si j'ose dire, aux sources, à l'original, et resté aussi près de l'original que possible. Nous verrons que c'est un livre païen, d'une certaine façon, profondément magique, je veux dire que lorsque l'on lit et relit ce livre, et il se trouve que depuis que nous nous sommes connus, à travers Jean-Paul Martin et notre émission, nous avons correspondu, vous m'avez envoyé de vos publications, et je me suis posé la question notamment à propos de votre très bel article sur les oiseaux et le rôle des animaux dans ce monde magique, qui effectivement sont des représentations des puissances, en quelque sorte, et des symboles. Est-ce que ce livre, c'est
question importante parce que moi, il se trouve que dans ma vie, je me suis confronté à vouloir traduire pour moi tout seul Ulysse de Joyce. Parce que Joyce est mon maître. Bon, voilà, c'est comme ça, et j'ai écrit des livres en plusieurs langues, puisque je suis un passionné des langues. Et donc, Joyce, Ulysse de Joyce, a modifié ma vie. Est-ce que ce livre, c'est une longue introduction, mais elle est pour moi importante pour que vous entriez ensuite dans le livre et que ce ne soit pas simplement un interview à la façon de Bernard Pivot, qui est d'ailleurs fort intéressant, mais qui reste d'une légèreté remarquable. Pardon pour cette critique qui est facile. Qu'est-ce que ce livre a modifié de votre vie? Modifier, c'est peut-être, oui, ce n'est peut-être pas le terme exact, mais marquer, influencer, et parfois même, c'est devenu presque obsessionnel, parce que, je répète, la densité poétique du texte, les mystères qu'il contient, parce que, je répète, c'est un texte extrêmement difficile à comprendre, qui nécessite une connaissance approfondie de l'histoire de la Russie médiévale. Je plains les pauvres écoliers russes qui doivent avaler, si j'ose dire, ce texte à l'école. Honnêtement, ils ne peuvent pas le comprendre. Ils en perçoivent certains aspects sans doute, mais dans l'ensemble, ils ne peuvent pas le comprendre. C'est un texte qui nécessite une connaissance culturelle et historique énorme. Et les pauvres écoliers, même ceux d'un âge déjà un peu plus adolescent, ne peuvent pas avoir cette connaissance. Donc, ce texte m'a fasciné aussi par son aspect historique et par ses mystères. Oui, car en fait, l'homme que vous avez devant vous est devenu l'homme d'un livre. Et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, au-delà de tous les livres et de tous les enseignements. Et c'est vrai que pour les écoliers russes, c'est un peu nos ancêtres les Gaulois, sauf que nos ancêtres les Gaulois, on sait bien à travers les nouvelles découvertes concernant les Celtes qu'on n'en savait rien et qu'on n'avait rien compris, strictement rien compris, y compris les adultes d'ailleurs. Et puis de toute façon, on ne comprend jamais rien à l'histoire. Et peut-être c'est la légende. Alors, il se trouve justement que ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est qu'au lieu d'être comme la chanson de Roland, l'histoire d'une fausse victoire, c'est l'histoire d'une vraie défaite. C'est donc une histoire tragique, une histoire absolument, c'est un vrai drama, mais négatif. Donc, peut-être peut-on dire un mot de l'histoire du manuscrit, parce que... si vous permettez, je vous interromps. Oh ben, je vous en prie. Une seconde, vous avez dit que vous m'avez caractérisé comme l'homme d'un livre, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je suis un homme extrêmement, comment dirais-je, qui se répand sur bien des thèmes, bien des territoires. Je suis devenu, je m'excuse de me citer, ça a l'air prétentieux, mais encore une fois, les faits sont les faits. Je suis devenu un des rares spécialistes occidentaux de l'art médiéval russe, de l'architecture et des icônes. Là, il ne s'agit pas d'un livre, mais d'une culture. De toute une structure. J'ai écrit d'ailleurs, c'est un péché de jeunesse parce que ça date d'il y a 50 ans, un petit livre sur l'art de la Russie ancienne, qui est assez bien illustré, mais de nos jours, je l'écrirai tout à fait autrement, bien sûr, mais à l'époque, c'était un des rares livres sur l'art russe ancien existant en langue française. Donc, l'art russe ancien médiéval, l'architecture, les icônes m'ont tout autant fasciné que le livre. Ça n'empêche pas que vous êtes l'homme d'un livre et que c'est ça donc vous ne me contredites pas. C'est admirable un interviewé qui a l'air de contredire et qui ne contredit pas. Et donc, merci beaucoup. Alors, peut-être peut-on dire un mot de l'histoire du manuscrit, parce que il y a, dans ce texte, finalement, il y a trois choses. Il y a le manuscrit, il y a la traduction, et puis il y a le contenu. Mais si on ne connaît pas l'histoire du manuscrit, resituer, contextualiser, et nous sommes en ce moment tout à fait, et moi, qui suis, vous le savez certainement, je suis à la fois théologien, protestant, historien et architecte et urbaniste. Puis quelques autres petites choses. Mais je suis l'homme du contexte, et non pas l'homme du texte. Donc, l'histoire de ce manuscrit nous permet de le contextualiser. Oui, malheureusement, nous sommes dans la bouteille à encre. Voilà. Parce que cet homme est honnête, donc il va vous rendre confus les choses. Parce que mettre de l'ordre, c'est toujours artificiel. La confusion, c'est ça la vie.
c'est la bouteille à encre, puisque, comme vous le savez, le manuscrit a disparu depuis l'incendie de Moscou en 1812. Ça s'est rappelé que Napoléon, qui est admiré d'ailleurs par tous mes amis russes, n'est-ce pas? Je leur dis toujours, parce que ma chérie me dit, mais Napoléon, quel grand homme! Je dis, il a mis comme le feu à Moscou. Elle dit, ça n'empêche, c'est un très grand homme. Ça, c'est très discutable, mais enfin, c'est pas notre sujet. Tous mes amis moscovites ont cette opinion. Moi, donc je finis par penser que c'est une opinion russe. Allez, je vous en prie. Pardonnez-moi. Donc, le manuscrit unique à brûler en 1812, il n'est pas le seul. Toute la riche bibliothèque du comte Moussine-Pouchkine, qui était un grand amateur de manuscrits anciens et qui avait, nous le savons, une magnifique bibliothèque, toute sa bibliothèque est partie en fumée, hélas. Donc, le seul manuscrit existant, ou connu en tout cas, disons, a brûlé en 1812, ce qui complique évidemment terriblement le travail des chercheurs. Mais il y a des copies. Il y a une copie qui a été faite pour l'impératrice Catherine II. Cette copie a été retrouvée seulement au XIXe siècle. Et c'est le retrouver qui est difficile, Oui, qui pose des problèmes. des problèmes. C'est une copie qui contient d'ailleurs certaines erreurs. Elle a été probablement faite assez rapidement, ou peut-être par quelqu'un qui n'avait pas la base scientifique nécessaire. Donc cette copie est utile, mais elle ne remplace pas, hélas, le manuscrit brûlé. Ce manuscrit avait été retrouvé dans la ville de Yaroslavl, sur la Volga, dans le monastère, le principal monastère de Yaroslavl. La version officielle dit qu'un envoyé du comte Moussine-Pouchkine, un commissionnaire du comte Moussine-Pouchkine, l'aurait acheté au supérieur du monastère. En réalité, nous ne sommes pas sûrs qu'il l'a acheté. Non seulement nous avons le doute après, mais nous avons le doute avant. Vous êtes en train de vous en rendre compte. Le comte Moussine-Pouchkine avait de hautes fonctions dans l'administration de l'Église orthodoxe. Il avait l'autorité de s'approprier ou de confisquer un beau manuscrit pour sa propre collection. Peu importe qu'il l'ait acheté ou pas acheté, ça ne change rien au problème. Donc ce monastère... Nous sommes à quelle époque au moment où il y a cet achat au monastère? Vers 1792-93, nous ne connaissons même pas la date exacte, mais disons début des années 1780. Et quel est le but du comte? C'est de reconstituer une histoire de la Russie? Non, c'était sa passion pour la culture, pour les belles choses, pour l'histoire ancienne de son pays, qui, il faut dire, à l'époque, n'était pas tellement connu. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, siècle des Lumières, la Russie est occidentalisée, elle se tourne vers le classicisme ou vers le baroque, mais le Moyen-Âge, ça lui paraît la barbarie, donc c'était... Comme dans toute l'Europe. Comme dans l'Europe, à peu près. Paraît la barbarie à la fin du siècle des Lumières. S'il n'y avait pas eu Mérimée, notamment, Oui. qui habitait ici tout près d'ailleurs, Oui. dans la rue Tournefort, s'il n'y avait pas eu Mérimée, vous étiez à peu près dans la même situation en France. Donc, c'était un amateur éclairé. Et sans Walter Scott, hein, parce que Oui. quand même, c'est les Anglais qui ont donné le goût du romantisme du Absolument. Moyen-Âge, il ne faut pas oublier. Oui, Voilà. bien sûr. Bien sûr. Oui, pardon, je vous Donc, J'ai beaucoup lu Walter Scott, donc je lui rends hommage, bien sûr. Il était d'ailleurs très populaire en Russie. oui, je sais. Walter Scott a été très lu en Russie, traduit pendant quelques années. Presque tout, je ne dis pas tout, mais presque tout Walter Scott a été traduit en russe au début du XIXe siècle. Bon, laissons Walter Scott de côté ici. Donc voilà l'histoire du manuscrit. Alors ce manuscrit, justement, on l'a quand même étudié. Qu'est-ce qu'il en est de l'antiquité de ce manuscrit qui disparaît en 1812 et qui est la base de la copie établie au... Voilà. Si le Didigor a été écrit comme on le pense, peu de temps après la campagne de 1185, c'est-à-dire s'il a été écrit vers 1186, ou peut-être 87 au plus tard, mais probablement 86, nous n'avons pas de toute façon
le manuscrit original. Celui qui a brûlé en 1812 était déjà une copie Voilà. probablement du XVIe siècle. Ce qui a fourni des arguments à ceux qui prétendaient que c'était un faux. Voilà. Parce que je vous rappelle que le début du XIXe siècle est un spécialiste des faux et que nous, en France, nous avons vécu le plus beau de ces faux avec les chants d'Ossian. Oui. Voilà, qui sont évidemment un faux admirable, qui a d'ailleurs contribué au celtisme français, et plein d'autres choses, je ne vais pas revenir là-dessus, mais enfin qui est la base de l'imagination romantique. Oui, mais n'oublions pas, et on ne le dit jamais, que les faux d'Ossian n'étaient pas des faux complets. Non, absolument. Ils s'étaient servis de chansons authentiques. Exact. Et ça, on ne le dit jamais. Non, mais vous avez raison. Il n'y avait pas de fumée sans feu, il y a un noyau qui est... Oui, authentique, bien sûr. Donc comment sait-on, et c'est une question sur le plan linguistique, que tel manuscrit, par exemple quand vous dites la copie du manuscrit qui a brûlé n'est pas tout à fait exacte, c'est votre étude du vieux russe qui vous permet de voir que l'expression est fautive, c'est le style en général, car il y a un style. Comment repère-t-on les erreurs de copie ou comment repère-t-on le fait que le modèle lui-même n'était peut-être pas fidèle à l'original? Il faut vous dire que le manuscrit original, celui, entre guillemets original, celui qui a brûlé en 1812, était particulièrement difficile à utiliser et à lire et permet beaucoup d'interprétation parce qu'il n'avait pas de signe de ponctuation, il n'y avait pas de séparation entre les mots se suivaient écrits en continu. Et donc, dans plusieurs cas, on peut couper le mot de différentes façons, ce qui, évidemment, complique terriblement la tâche des copistes, des traducteurs et des éditeurs. Avant qu'on revienne au texte qui est admirable, le texte de 1185 est donc le premier texte littéraire Non. Parce qu'il ne l'est pas, mais j'ai quand même regardé ici et là, il y a eu d'autres textes. C'est pour dire en quoi celui-ci, avant de venir à l'histoire de la traduction, qui est tout aussi importante que l'histoire d'original, quelle est, par rapport aux autres textes, quelle est la qualité supérieure de ce texte-là? Ce texte est le plus remarquable pour la littérature russe médiévale, mais ce n'est pas le premier, loin de là. Nous avons le texte des chroniques vieilles russes qui remontent grosso modo au XIe, XIIe siècle, donc 100 ans avant. 100 ans, 100 et 150 ans avant. Nous avons quelques autres textes vieux russes du XIe, XIIe siècle. Le Lidigor est le chef-d'œuvre, le texte le plus important, le plus beau, mais ce n'est pas le premier. Et je tiens à rappeler ici, ce sera peut-être l'objet d'une de mes conférences ultérieures, si ça intéresse le public français, je rappelle les remarquables, extraordinaires et uniques découvertes de l'archéologie de Novgorod-le-Grand. Ne pas confondre Novgorod le Grand avec le Novgorod Sieverny de Sieversky, d'où était originaire Igor, sans parler de Nijni Novgorod sur la Volga, qui n'existait pas à l'époque d'ailleurs. Donc, je tiens à rappeler les extraordinaires découvertes qui se poursuivent depuis 50 ans, plus de 50 ans, dans l'archéologie novgorodienne, qui sont uniques en Europe. C'est la découverte de documents gravés sur écorce de bouleau, en vieux russe d'ailleurs, précisément, et pas en slavon, mais en vieux russe, en langue vernaculaire. Ces documents ont été la sensation de l'histoire de Russie et de l'archéologie russe à partir des années 1951 et des années suivantes. Ça continue parce qu'on en a encore trouvé 13 en 2014, il y a 6 mois de ça, et on en a trouvé à l'heure actuelle 1060, je peur de me tromper, 1064 ou 1065. Et ces documents, certains sont plus tardifs puisqu'ils vont jusqu'au XVIe siècle, mais il y en a du XIe, XIIe siècle.
11e très peu, parce que l'écriture commence seulement à s'affirmer à ce moment-là, mais nous en avons beaucoup du XIIe siècle, même avant le Didigore. Donc vous voyez, il y a déjà toute une littérature, entre guillemets. Oui, Car ce n'est pas littéraire. Ce ne sont pas des textes littéraires, ce sont des textes extrêmement pratiques, et je dirais concernant les marchands, les marchandises. Oh bah sans la comptabilité, il n'y a pas d'écriture. Exactement. Certains sont extrêmement émouvants, certains sont très très curieux, très intéressants. C'est une découverte unique en Europe jusqu'à présent. Je voudrais lire le deuxième chapitre, mais avant, il y a une question qu'on n'a pas posée parce qu'il paraît d'évidence de ne pas la poser, mais quand même faut-il s'y intéresser. Auteur, c'est anonyme, mais quel serait l'auteur? À quelle catégorie sociale? Comme je vous l'ai déjà dit, vous cherchez le prix Nobel, bien sûr. Il y a beaucoup d'hypothèses, on a écrit des articles, des livres, Ce texte très court est celui qui a inspiré le plus de livres en oui, Russie. Donc c'est simple, comme ça. En fait, il y a plus de 5000 livres et articles sur le Didigore publiés en Russie, déjà avant la Révolution, mais surtout depuis la Révolution. Car il est devenu le maître-livre fondateur de la Russie communiste. Il y a plus de 5000. Puisqu'elle cherchait son histoire plutôt que son Dieu, si j'ose dire. Oui. Sous contrôle, je parle. Je parle sous contrôle. Donc à quelle catégorie sociale? Les nombreuses hypothèses. Il y a une hypothèse qui est vraiment difficile à défendre, ce serait Igor lui-même qui aurait écrit ce texte, mais il apparaît sous un jour pas très flatteur. Il raconterait le récit de sa défaite, son entêtement, de ne pas écouter les conseils. Non, c'est pas un président de la République contemporain. Non, c'est difficile. Non, on va lire son texte lui-même. Pas du tout. Donc, cette hypothèse est encore peut-être défendue par l'un ou l'autre, mais elle est quasi abandonnée. On a cherché dans l'entourage du grand prince de Kiev, qui joue un grand rôle dans le texte. Dans l'entourage, on connaît le nom d'un ou deux hauts personnages de l'entourage du prince de Kiev, l'académicien Rybakov, qui était un archéologue historien connu, prétend que c'est un de ces personnages de l'entourage du grand prince de Kiev. C'est possible, mais c'est impossible à prouver. Ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. On a encore cherché d'autres auteurs possibles. Aucune solution n'apparaît comme absolue. Ce qui est certain, c'est que l'auteur était un homme de très haut niveau, de très haute culture, un homme qui connaissait à la fois la littérature byzantine, la littérature russe avant le Didigore. Il connaissait très bien le monde de la steppe. Les relations entre les Russes de l'époque et le monde de la steppe sont beaucoup plus compliquées qu'on ne le croit. On voit ça d'une façon simpliste. Invasion, guerre, conflit. Tout cela a existé, bien sûr, mais il y a eu aussi des relations pacifiques et même des relations, si j'ose dire, intimes, car beaucoup de princes russes de l'époque ont épousé des filles polovs, les filles de la steppe. C'est toute l'histoire de Kiev et de Polov. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, et c'est une expérience personnelle, puisque la femme qui est dans ma vie a vécu évidemment à Alma-Ata toute sa jeunesse, puisque son père dirigeait Baïkonour, et elle parle le kazakh couramment, mais la manière dont je vis quand je vais à Saint-Pétersbourg ou ailleurs, avec et des moscovites saint-pétersbourgeois et des Ouraliens et des gens de la steppe, est toute naturelle. Oui. C'est l'histoire d'une terre. Ah oui, bien sûr. C'est ça que je vis vraiment. Vous êtes un partisan de la théorie de l'Eurasie. Oui, absolument, totalement. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais il n'empêche que ce texte est profondément eurasien. Oui. Voilà. D'ailleurs, il y a un poète kazakh, votre épouse connaît certainement, un très bon poète kazakh, Souleimenov, qui a écrit un livre qui a fait scandale à l'époque. Le livre était désagréable parce qu'il était injurieux vis-à-vis des savants russes qui avaient travaillé sur le texte.
dont certains de très haut niveau, et il prétendait que ce texte était une œuvre asiatique, écrite par, il n'a pas dit un kazakh, mais en tout cas par quelqu'un. Oui, car ce texte est revendiqué par les gens de l'Eurasie. Oui. Voilà. En réalité, j'ai lu son livre, j'ai étudié. Je ne l'ai pas lu. Et j'ai étudié, il y a des arguments intéressants, mais il se gourre, comme on dit familièrement, de temps en temps aussi. Ce qui est vrai quand même, c'est que ce livre est un livre de l'unité de l'Empire. Alors oui, très clairement. C'est un livre qui prêche l'unité de la vieille Russie contre le morcellement féodal. C'est le message, je dirais, politique et historique essentiel de ce texte. Frère, ce récit de Vladimir l'Ancien à Igor, qui de nos jours assaint son âme de force et aiguisé son cœur de vaillance, s'étant empli d'esprit guerrier, il menace ses troupes braves en terre polovtienne pour la terre russe. Alors, Igor dirigea son regard vers le lumineux soleil et vit qu'une ombre en recouvrait toute sa troupe, et Igor dit à sa Drouina, frères et compagnons, plutôt être tués qu'être captifs. Montons donc nos rapides coursiers, que nous apercevions le don bleu. L'esprit du prince s'enflamma de désir, et la passion de goûter à l'eau du grand don lui voilà le paysage. Car je veux, dit-il, rompre avec vous, fils de la Russie, une lance au fond de la plaine polovtienne. Je veux y laisser ma tête, ou boire de mon eau au don. Ô Boyan Rossignol du temps jadis, si toi tu chantais ces combats, sautant rossignol par l'arbre spirituel, volant en esprit sous les nuées, tressant des hymnes de gloire aux temps passés et présents, t'élançant par plaines et monts sur la trace de Troyane, chanter le chant d'Igor reviendrait à un petit-fils de Boyan. Ce n'est pas la tempête qui a porté les faucons par-dessus les vastes plaines. Les choucas fuient en bande vers le grand don, ou plutôt ne devrions-nous pas entonner ce chant ainsi. Boyan devint petit-fils de Vélès. Vous avez remarqué que M. Blankov connaît le texte par cœur, que si je dis, je ne l'ai pas fait exprès, baume pour baume, ici il me reprend très justement. C'est un texte qu'il faut relire, parce que c'est un texte, quelque part, qui est une sorte d'hymne qui doit être repris. En fait, il faudrait que nous soyons en canon. Si nous étions en canon, nous pourrions le dire à plusieurs voix, et j'aurais rêvé qu'il y ait plusieurs voix qui le lisent avec moi, mais je n'ai qu'un exemplaire qui est là. Personne en France, ni en Belgique, ni, je crois, en général en Europe occidentale, ne connaît un ballet russe moderne, qui date maintenant d'il y a environ 25-30 ans, qui est assez extraordinaire. C'est pas du tout un ballet classique, c'est un ballet moderne, dû à un élève de Shostakovich, qui n'est guère connu chez nous, qui s'appelle Tishenko, et qui a écrit cet extraordinaire ballet qui s'appelle Yaroslavna, le prénom, ou plus exactement le patronymique de la femme d'Igor. Ce ballet moderne est vraiment extraordinaire, et précisément les danses polovstiennes sont un moment extraordinaire de ce ballet qui a été toujours joué à Saint-Pétersbourg, à Leningrad à l'époque, à Saint-Pétersbourg, qui à ma connaissance n'a pas été joué à Moscou. Je ne sais pas si votre femme le connaît. Et je vais lui poser la question. On n'en a jamais parlé. Non, parce que les gens de Saint-Pétersbourg le connaissent, mais en dehors... Mais elle est moscovite et nous ne sommes pas oui, non, que par... on connaît non, mais il y a amitié, voilà. Mais je connais maintenant la différence fondamentale entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Ce sont deux mondes. C'est deux mondes, ça n'a aucun rapport. Fascinants tous les deux, mais deux mondes quand même. Oui, c'est deux mondes. Et pour revenir un instant aux fameux documents sur écorce de bouleau, ils concernent même, curieusement, le Déligor, parce que dans le Déligor, il y a une formule qui dit frère et drogina. La drogina, c'était l'ensemble des compagnons du prince. Bon, on connaissait cette formule dans le Déligor, mais les sceptiques disaient qu'est-ce que c'est que cette formule qu'on ne la connaît pas. On a vu là dans le chapitre 2. Oui, eh bien, on l'a retrouvée sur un des documents sur écorce de bouleau de Novgorod, exactement la même formule, frère et drogina.
sur une écorce plus tardive d'ailleurs, donc ça ne vient pas du Didigore, ça veut dire que cette formule existait et était utilisée en vieille Russie. Alors, il est évident qu'on est face, avec ce texte, et c'est une manière de l'authentifier, face à une tragédie, effectivement, car dans le livre que nous connaissons bien ici, hein, c'est très agréable d'avoir un peu plus de lumière, de M. Hoffmann, qui s'appelle L'histoire de la littérature russe, et qui est aux éditions du Chêne, publié il y a fort longtemps, quand les éditions du Chêne étaient Place Vendôme. C'est un livre qui a été publié en... Ah bah tiens, c'est l'année de ma naissance. 1944. Alors, oui, c'est intéressant. Et dans ce livre, il est dit, il se trouve que le 26 janvier, ce n'est pas une publicité, à la mairie du 7e, d'ailleurs sous le patronage de ma propre compagne, qui est une amie de Rachida Dati, je donne une conférence sur la Russie et le 7e arrondissement, et c'est vrai que c'est à la mairie, c'est à l'hôtel de Villars, qu'en 1717, au début du mois de mai, Pierre le Grand vient. Et pourquoi je cite Pierre le Grand? Puisque je travaillais ces jours-ci sur les raisons que Pierre le Grand est venu ici, en réalité, pour connaître l'Occident, la France, mais surtout pour passer un traité qui n'a pas été signé entre la Russie, la Prusse et la France, contre l'Angleterre et l'Autriche. Bon, ça n'a pas été fait parce que le régent s'est dit oh, on ne va pas se mettre mal avec l'Angleterre une fois de plus, enfin, voilà. Mais c'était 30 ans avant, il avait demandé à Louis XIV de le recevoir, et Louis XIV avait dit à Pierre le Grand pas le temps, pas le temps. Comme ce matin, j'étais en même temps que M. Kerry à l'hôtel de ville pour différentes raisons, donc voilà, il n'a pas eu le temps de venir dimanche non plus, mais il est venu aujourd'hui. Donc, pourquoi 30 ans après, on a accepté Pierre le Grand, et vous allez voir, c'est directement relié au Didigore, parce qu'en 30 ans, il avait affirmé qu'il était un grand patron, un homme d'État, je veux dire. Il avait réintroduit la Russie dans le concert des nations contre la Suède, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était suédois à l'époque. Voilà. Et ce que dit M. Hoffmann dans ce texte, et c'est là-dessus que je vais vous poser la question, quand on songe, et c'est pour ça que ce texte est terrible, ce texte est une sorte de lamento de la défaite de la première Grande Russie. En somme, et je prends ce texte. Et encore une fois, n'est-ce pas, je ne suis pas un spécialiste, j'ai enseigné la géopolitique, donc j'ai un certain intérêt à ça, mais quand même. Et quand on songe, dit M. Hoffmann, à l'importance du rang qui revenait à la Russie au centre de ces mondes. Alors quand il parle de ces mondes, ben, c'est une Russie qui va évidemment de Byzance, de l'Italie, à l'Orient. Et je passe, il y a eu toute une introduction sur justement le rôle de cette... Vous pourriez en dire un mot, voilà. Et qui fait que, comme il est dit un peu plus loin, elle va des Grecs aux Varègues et des Varègues aux Grecs. C'est-à-dire en fait du monde de la Méditerranée au monde des barbares. Et quand on songe, donc, dit-il, à l'importance du rang qui revenait à la Russie au centre de ces mondes, rien d'étonnant à ce que l'auteur de l'Ost d'Igor, parce que c'est quand même l'Ost dont il le dit, mais c'est l'Ost d'Igor, ait pu affirmer que, c'est entre guillemets, c'est le texte, Allemands et Vénitiens, Grecs et Moraves chantent la gloire de Sviatoslav. Et que d'amertume, ajoute M. Hoffmann, dans le dit de la terre russe perdue, qui est un texte du début du XIIIe siècle, très très beau texte, autre très beau texte, n'est-ce pas, fondateur de la littérature et de l'histoire russe, quand l'auteur évoque, et je me permets de lire cette citation, les splendeurs passées de son pays au XIe et XIIe siècle, donc cette première Grande Russie, de là jusqu'au pays des Hongrois, des Polonais et des Tchèques, du pays des Tchèques jusqu'à celui des Jadwigs, des Lituaniens et des Allemands, du pays des Allemands à Korela, de Korela à Utslong, que peuplaient les Tolmits païens, et jusqu'à la mer de feu, de la mer au pays des Bulgares, des Bulgares aux Bourtas, des Bourtas aux Tchérémis, des Tchérémis à la tribu de Mordva. Tous ces peuples païens, Dieu les a fait tributaires du peuple chrétien. Ils étaient les vassaux du grand prince Vsevolov, de son père Yuri, prince de Kiev, et de son grand-père Vladimir Monma. C'était à ce prince-là que les Polovsiens apportaient, nous les retrouvons, leurs enfants emmaillotés de l'ange. La Lituanie n'avait pas encore surgi de ses marécages, les Hongrois forgeaient des portes de fer solides pour leur ville de pierre, de crainte que le grand Volodymyr n'en force les enceintes. Ah, que les Allemands se réjouissent d'habiter si loin au-delà de la mer Bleue. Les Bourtas, les Tchérémis, les Vlada et les Mordva étaient les ruches du grand prince Volodymyr. Manuel, roi de Tsarigrad, le redoutait fort et le comblait de présents, espérant garder sauf sa capitale. Donc, en réalité, ce livre est une grande déploration. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, ça ne peut qu'être authentique.
Pour moi, oui, mais ce n'était pas l'avis de M. Mazon. Alors justement, je voudrais que vous en parliez, parce que dans ce monde universitaire, il y a le monde des querelles. Autrement dit, Bien le professeur entendu. Blancoff a des ennemis, et il faut savoir, et je m'y connais bien dans l'université française, les départements russes sont les pires qui existent pour les querelles qui existent au niveau des élections des professeurs et des assistants. Et donc, s'il y a un monde dans l'université qui est terrifiant, c'est le monde de l'enseignement du russe. Et je suis moi-même professeur d'université, donc je connais ça par cœur. Vous avez tout à fait raison, mais ce n'est pas le sujet, heureusement. Non, mais quand même, la position de M. Mazon, quelle est-elle? La position de M. Mazon, et je tiens à rappeler, parce que je l'ai même un petit peu connu personnellement, pas beaucoup, mais un peu, M. Mazon était très vieille France, comme on dit. C'était un savant tout à fait valable. Non, oui. C'était un savant spécialisé en réalité dans le 19e siècle, et non pas dans le Moyen-Âge. Mais c'était un homme déjà âgé, c'était un homme qui, comme on dit familièrement, n'attachait pas les chiens avec des saucisses. Il avait... C'est un homme qui avait, non sans raison, très bonne opinion de lui-même. Et il avait raison, parce qu'il a écrit beaucoup de choses valables et intéressantes. Je garde, malgré mes désaccords profonds avec lui, je lui garde mon respect pour ce qu'il a fait et écrit. Mais avec l'âge, il est devenu de plus en plus entêté, ce qui est relativement normal, vous verrez ça dans 20 ans. Mais j'ai déjà quand même, maintenant que tout le monde sait mon âge, on va voir que j'ai le problème. Il est devenu de Moi, je suis de moins en moins entêté. Bien, très bien. C'est l'influence de votre compagne. C'est là que c'est très difficile d'être entêté avec une russe. Sinon, on se fracasse la tête. Donc, il s'est braqué dès 1939-1940, il s'est braqué sur cette idée que le dit Igor était un faux, et plus on lui démontrait que le texte était authentique, plus il insistait que il a écrit des articles, il a écrit un livre, et ce qui est plus grave, il a brisé la carrière de certains jeunes collègues qui considéraient que le texte était authentique et qui voulaient en parler dans leurs cours. Voilà, la liberté d'expression. Non, c'est tragique. Il a brisé la carrière de 2 ou 3 jeunes slavisants français à propos de ce texte. Et il n'a jamais démordu, il n'a jamais voulu reconnaître qu'il n'était pas le seul. Il y en a eu d'autres qui lui ont emboîté le pas, surtout en France, moins à l'étranger, mais surtout en France. Et à l'heure actuelle, il y a encore quelques sceptiques, il y en a encore, il y en a même en Russie, il y en a à l'étranger. Quoique il y a 4 ans apparu à Moscou un livre remarquable d'un des grands linguistes russes qui s'appelle Zalizniak, qui a publié un livre remarquable où il analyse chaque mot du Didigor et où il démontre de façon absolue que tous ces mots qu'on prétendait artificiels, empruntés, que tous ces mots existaient dans la langue vieille russe. Et je crois que ce livre vraiment maintenant démontre complètement l'authenticité du texte, en tout cas sur le plan linguistique. Alors c'est important parce que ce texte, vous l'avez compris, c'est un texte éminemment politique qui aujourd'hui a une importance politique. Aujourd'hui, il fonde l'histoire russe, il est le fondement de l'histoire russe, d'autant plus que chaque peuple, à des moments différents, revisite son histoire, évidemment chaque fois la réinterprète, c'est ça l'herméneutique. Et il se trouve que ce livre, c'est la rupture avec l'origine kievienne. Voilà, c'est l'abandon en quelque sorte. Alors, je ne vais pas faire des commentaires politiques sur aujourd'hui, parce que à la maison, nous évitons de parler politique, nous n'avons pas forcément les mêmes idées, sur le rôle du chef de l'État de la Sainte-Russie. Mais je veux dire que ce texte, si on l'enlève à la Russie, aujourd'hui, si on dit que c'est un faux, en quelque sorte, on lui enlève une certaine légitimité originelle.
c'est-à-dire l'originalité de Kiev. Donc ça a une importance aujourd'hui, je n'ai pas besoin de faire un dessin, relativement important. Par ailleurs, il se trouve que ce texte, et vous le soulignez, le professeur Blankov a écrit un petit texte qu'il m'a envoyé, les présages, dans le d'Igor et la Zadonchina. La Zadonchina, vous dites un mot de la Zadonchina pour que les uns et les autres, sauf ceux qui savent. Mais enfin, c'est un texte de la fin du XIVe ou du début du XVe siècle, dont il existe heureusement 5 manuscrits et qui n'ont pas brûlé ceux-là. Et ce texte ressemble très très fort au dit d'Igor, voilà. Et c'était un des arguments de Mazon. Il prétendait que c'était un texte contemporain de la Zadonchina. Et que le dit d'Igor ne faisait qu'imiter la Zadonchina, alors que c'est l'inverse, de mon point de vue, et de ceux qui considèrent que le dit d'Igor est authentique. La Zadonchina reprend des passages entiers du dit d'Igor. Or, la Zadonchina ne peut être d'origine pour une raison très simple, que vous démontrez dans ce livre sur les présages, parce que nous sommes dans un livre qui est entièrement magique. Tout est lié à la nature, et tout est lié à l'apparition du jour et de la nuit, à l'arrivée des oiseaux. Le prince est un rossignol, dans la Zadonchina c'est l'alouette, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est merveilleux de penser qu'un prince est un rossignol ou une alouette. Je sais pas, vous voyez, vous imaginez nos princes, voilà, habillés dans le plumage de ces oiseaux, avec le chant des 10 oiseaux. Marqué, il y en a qu'on pourrait plumer comme... Enfin bon, alors, je veux dire, c'est un texte qui intègre admirablement sa culture. Or, la culture du XVe siècle n'est plus celle-là. La Zadonchina ne peut être aussi naturelle. Pourquoi? Parce que ce que vous soulignez, et c'est important l'analyse littéraire, c'est que, et je vais lire un 3e chapitre, lorsqu'on lit ce texte, aucun mot n'apparaît comme ajouté ou comme n'étant pas dans la pensée naturelle. Il est pensé naturellement dans ces termes de magie, de présage. Et en fait, c'est ce qui arrive là qui est visible, ces événements sous la forme des oiseaux et de la lumière, c'est fondamental dans ce texte, qui disent, eh bien voilà ce qui va arriver. En fait, on n'est que dans un livre des présages, où on obéit au destin. Et où l'homme n'est pas maître du destin. C'est-à-dire que ce livre est terrible parce qu'il est inexorable, c'est le fatum. Et nous, on a évidemment, grâce au christianisme et grâce à Pâques, inventé autre chose. Je dis inventé, c'est-à-dire découvert, trouvé autre chose. Mais là, on est dans un livre totalement païen. Absolument. Totalement païen. Et je voudrais... alors,